Marco Bellocchio, c'est un réalisateur d'un certain âge, hein. Il a 83 ans aujourd'hui. Il est plus tout jeune. Il a commencé dans les années 60, au début des années 60, et il a incarné en Italie l'équivalent un petit peu de la Nouvelle Vague en France. La Nouvelle Vague, c'est-à-dire c'était des jeunes réalisateurs à cette période-là, à la fin des années 50, début des années 60, en France, très révoltés contre l'état du cinéma français, qu'ils trouvaient trop scolaire, trop académique, trop sage d'une certaine manière. Il voulait le bousculer. Et Marco Bellocchio, il a fait un peu la même chose en Italie. Mais l'Italie, ce n'est pas la France. Ce qui peut étouffer un réalisateur en France n'est pas la même chose que ce qu'il étouffe en Italie. Et lui, ce qu'il a voulu voilà, bousculer, c'était les grands pouvoirs italiens, les grandes institutions italiennes, la famille, l'Église notamment, mais aussi la justice, la mafia. Et donc de film en film, c'est quelqu'un qui va dénoncer de manière souvent assez magistrale euh, les abus de pouvoir. Et ce film-là, l'enlèvement, s'inscrit totalement dans cette lignée-là, c'est-à-dire que il dénonce un pouvoir, hein, l'Église, le Vatican, qui abuse très précisément de cette autorité, puisque le pape va ordonner le kidnapping, l'enlèvement d'un jeune enfant, Edgardo Mortara, je le prononce à la française, un jeune enfant juif dans le ghetto de Bologne, au milieu du 18e siècle, non, je me trompe pas, non, on va reprendre, hein. Au milieu du 19e siècle, en Italie, on dit autrement, on dit Ottocento, donc le 19e siècle en France. Et, et donc voilà, il va abuser de ce pouvoir. Euh, alors Marco Bellocchio dit que souvent, quand un pouvoir décline, qu'il est sur le point de s'effondrer, il contre-attaque. Ça s'est vu avec beaucoup de dictatures, notamment avec le fascisme en Italie. C'est-à-dire qu'au moment où ces pouvoirs trop autoritaires sont sur le point de s'effondrer, ils vont, de manière un peu désespérée, de manière presque nihiliste, organiser une contre-attaque pour ralentir cette chute. Et là, cette contre-attaque, cette riposte, ce sera pour le pape l'enlèvement de ce petit garçon qui avait été baptisé par sa gouvernante. Et donc, selon le pape, c'était un enfant déjà catholique qui n'était plus juif selon l'Église catholique. Évidemment, c'est un déchirement pour la famille Mortara, qui va se battre pour récupérer son enfant par tous les moyens possibles, en alertant la presse, en alertant les différentes institutions de Bologne, d'Italie et même en Europe, en France, au Royaume-Uni, différents journaux, pour sensibiliser sur le cas de leur enfant indûment, injustement enlevé par le pape. Alors voilà, donc c'est un film qui s'inscrit dans cette lignée-là, d'autant que le film précédent de Marco Bellocchio racontait déjà un enlèvement. Il ne s'appelait pas L'Enlèvement, c'était une série en fait, en 6 volets, 6 épisodes, sur prise d'otage, la prise d'otage tragique du chef de la démocratie chrétienne, le principal parti italien dans les années 50, 60, 70 et 80. Ce chef s'appelait Aldo Moro et il a été kidnappé par les Brigades Rouges, qui était une organisation d'extrême gauche italienne, très, très puissante, très violente aussi, notamment dans les années de plomb, c'est-à-dire les années 70-80. Et, euh, et la série de Marco Bellocchio raconte, à travers différents points de vue, l'enlèvement et la mort, l'assassinat de ce politicien italien, Aldo Moro. Et donc voilà, il y a des ponts, il y a des passerelles, il y a des échos
entre la série qu'il a tournée finalement il y a quelques années et ce film-là qui en est presque la suite. Même si l'époque est différente, même si le contexte et les enjeux sont différents, il y a ce qu'il appelle des connexions spirituelles entre ces deux projets. Alors, on me posait la question, y a-t-il une singularité dans le cinéma de Bellocchio par rapport à ce film-là, L'Enlèvement? Oui, il y a une grande nouveauté, à mon sens. Euh, Marco Bellocchio, c'est quelqu'un qui aime beaucoup filmer la trahison. Un fils qui trahit sa famille, un politicien qui trahit son parti, un mafieux qui va trahir son clan. Il l'avait fait dans Le Traître, Il Traditore, donc un film vraiment qui s'appelait très précisément Le Traître. Cette fois, il va filmer presque l'opposé, c'est-à-dire la foi, la fidélité. La fidélité, une fidélité très étonnante, celle du jeune garçon enlevé, Edgardo donc, qui va rester fidèle aussi bien à sa famille biologique, ceux qui l'ont mis au monde, juifs donc, la famille Mortara, mais il va rester fidèle aussi à son ravisseur, c'est-à-dire au pape, qu'il considère d'une certaine manière comme son deuxième père. Et c'est là toute la tragédie de ce film, puisque Edgardo, au cours de sa croissance, jusqu'à l'âge adulte, va refuser de choisir entre ces deux familles, alors même que au moment de l'unification italienne, c'est-à-dire à partir de 1870-71, il pourrait revenir auprès des siens, il pourrait revenir au sein de sa famille à Bologne. Il préfère rester d'une certaine manière au sein de la famille catholique, auprès du pape, auprès des catholiques, tout en gardant des rapports affectueux avec, avec sa mère biologique, avec son père, avec ses frères. Et donc là, il y a un écartèlement, il y a un personnage vraiment scindé entre deux fidélités. Et ça, c'est assez nouveau pour Bellocchio, en tout cas de le filmer de cette manière-là. Il faut voir que le mot foi, le mot foi et le mot fidélité ont la même racine en latin, c'est la fede, fedeltà et fede en italien, c'est la même racine latine. Et donc, c'est un film sur les fidélités, la fidélité mystérieuse, proprement mystérieuse de ce jeune garçon. Euh, donc ça, c'est une nouveauté. Cependant, Bellocchio, c'est quelqu'un qui a beaucoup filmé aussi. Il vient de mai 68, il vient de ces années de révolte anarchiste, communiste, trotskiste, ce moment où toute l'Europe, la France, l'Italie, bouillonnait de révolte, et les cinéastes en étaient souvent non seulement les commentateurs, mais parfois même attisaient la révolte. On pense à Godard en France et Bellocchio en Italie donc. Euh, et il va filmer néanmoins aussi la révolte ce jeune Edgardo. Il y a une part de lui qui accepte sa condition de kidnappé, de converti, mais peut-être son inconscient la refuse, cette condition. Il y a une scène assez marquante pendant laquelle euh, lors d'une cérémonie, euh, Edgardo, par excès d'enthousiasme, s'avance vers le pape et manque de le faire tomber au sol, de le faire chuter. Et le pape s'indigne de ce mouvement trop excessif, trop enthousiaste d'Edgardo et lui ordonne de faire des signes de croix sur le sol et de lécher le sol en signe de pénitence. Comme si c'était l'inconscient, en tout cas c'est ce que dit Bellocchio, l'inconscient d'Edgardo qui parlait à travers ce geste trop brusque, et qu'une partie de lui, à travers
ce mouvement se révoltait contre sa condition de prisonnier, puisqu'il était aussi prisonnier de l'Église depuis sa jeune enfance. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les films de Bellocchio, et dès son premier film qui s'appelait Les poings dans les poches, c'était l'histoire d'un enfant qui se révoltait contre son environnement familial. Euh, un autre thème qu'on retrouve peut-être dans la plupart des films de Bellocchio et qu'on trouve dans celui-là, c'est celui du suicide. Alors, le suicide au sens propre, il apparaît dans beaucoup de films de Bellocchio, notamment dans un documentaire euh, qui sort en même temps que l'enlèvement, qui s'appelle Marx peut attendre, qui revient sur le suicide du frère de Bellocchio, un des frères de Bellocchio, Camille, son frère jumeau, qui s'est suicidé. Et c'est un événement qui a traumatisé toute la famille Bellocchio. Et Marco, d'une certaine manière, Marco Bellocchio n'a cessé de revenir, de sonder les raisons de ce suicide, de film en film. Donc, parfois, le suicide est présent de manière vraiment littérale dans les films de Bellocchio, et parfois, c'est plus d'une manière un peu figurée, d'une manière métaphorique. Et c'est le cas dans l'enlèvement. On peut considérer que ce geste de l'Église, euh, ce geste du Vatican, de ravir, de kidnapper un enfant, c'est presque une forme de suicide, une forme de... euh, euh, on sait d'une certaine manière que ça n'a aucune chance de sauver euh, les États pontificaux. Il faut savoir qu'à l'époque, le Vatican est encore un État. On appelle ça les États pontificaux. On est donc à la moitié du 19e siècle, et l'Italie est en cours d'unification. Jusqu'ici, c'était un pays morcelé entre différents, différents petits États, différents royaumes, des principautés. Donc c'était émietté. Et après la Révolution française, euh, il y a à travers toute l'Europe des mouvements patriotiques, des mouvements nationalistes pour former des États-nations, comme on les appellera par la suite. Et l'Italie, donc, avec un certain nombre de leaders, de chefs, va s'unifier tout au cours du 19e siècle. Et c'est une unification qui va se faire par plusieurs étapes. On le voit dans le film. On voit qu'en 58, par exemple, euh, c'est le début de l'unification, enfin, c'est un moment important de l'unification italienne. 70 et 71, 1870-71, c'est un moment historique puisque c'est la prise de Rome, la chute donc des États pontificaux. Et il y a une scène vraiment marquante qu'on voit dans le film qui est ce qu'on appelle la, la, la brèche de la Porta Pia. Donc, c'est le moment où, à travers cette porte de Rome, les troupes garibaldiennes, Garibaldi étant le leader de l'unité italienne, entrent dans Rome et s'emparent de cette ville qui jusqu'ici était la capitale des États pontificaux, donc des États administrés par le Vatican. À partir de là, vraiment, l'unité italienne, on peut dire, est presque achevée. Et Bellocchio la filme de manière absolument admirable, presque comme une allégorie, presque comme une scène de la mythologie, puisqu'il y a ces deux frères, Edgardo donc, qui a fait allégeance au Vatican, au pape, et son frère, lui, qui s'est enrôlé dans les troupes de Garibaldi, donc dans les troupes de l'unité italienne. Euh, et il se voit précisément à cet endroit-là, au niveau de la porte Pie, la Porta Pia, euh, qui est prise par les forces révolutionnaires garibaldiennes. Et on pense à plusieurs scènes de la mythologie romaine, hein. Vous connaissez peut-être l'histoire de Rémus et Romulus, donc ces deux frères, amis ennemis,
qui se sont déchirés au moment de la naissance de Rome, euh, qui est une scène mythique de la mythologie romaine. On peut penser aussi à Abel et Caïn dans la Bible, donc à toutes ces fratries qui se sont déchirées euh, et, et- et cette scène-là, d'une certaine manière, euh, convoque, évoque pour ceux qui les ont en tête ces scènes admirables de la mythologie romaine ou chrétienne.